Il y a un fameux adage en Formule 1 qui dit que dès qu'on a un enfant, dès qu'on a une famille d'une certaine manière, on perd 2 ou 3 dixièmes au tour justement. Il y a une photo de Petr Sech qui est passée avec son casque. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi Non, Flora, non, parce que. Attends, moi je propose des solutions. Non, Flora, okay, c'est excellent. J'apprécie tes solutions. J'apprécie, mais t'imagines si tu casques tout le monde. Oui. Alors après, on va devenir comme le football américain. Moi, c'est simple. Je suis pour la disparition des sports d'hiver. Ah, carrément. Alors moi j'étais pas aussi radical, mais ça facilite pas effectivement le. Mais va taper sur la NBA. Va dire à la NBA. Non mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles Sébastien Vettel avait arrêté notamment la Formule 1. Il avait aussi plus de baquet. Mais oui, accessoirement. Mais je veux dire, il a mis en avant le côté où ça commençait à lui poser un problème éthique aussi personnellement. Pour être honnête, footing c'est toute ma vie. Les amis, bienvenue dans RMC Sport Club, épisode 8. C'est votre rendez-vous tous les lundis à 19h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et ensuite en replay sur YouTube. Émission de débat, d'opinion, d'avis tranchés. Voilà les hommes qui vont m'accompagner ce soir, Yacine et Alex. Salut messieurs. Hello. Bonsoir. Tout va bien ? Ouais, en pleine forme. Vous êtes en forme. Veille de réveillon. Et j'allais dire, vous êtes en forme, une veille de réveillon. Il faut tout le temps être Il faut quand même dire qu'on a les vrais gars sûrs d'RMC Sport Club parce que tous les autres, on dit tu peux pas, je suis en réveillon, je suis pas là, j'ai un truc à faire, je sais pas où, je suis parti en province. Je me suis dit c'est plus possible. On a l'élite du coup du RMC Sport Club qui est avec nous ce soir pour le beau programme qui nous attend. On va parler du spectacle. Est-ce que le spectacle doit primer sur la sécurité des sportifs ? On voit en ce moment qu'il y a beaucoup de débats autour de la sécurité des athlètes. On en parlera. Et également, est-ce que les sports d'hiver sont amenés à disparaître sur le long terme alors que chaque hiver on se pose la question est-ce qu'il y aura assez de neige ou pas pour pouvoir disputer les compétitions ? Et puis le petit bonbon de la soirée, on s'est dit c'est bientôt Noël, on va faire un truc un peu folklorique. Les mascottes qui sont juste là avec nous, votre top 5 messieurs des meilleures mascottes. On vous invite évidemment dans le chat à participer avec nous tout au long de l'émission. On va lire vos messages. Salut à tous, merci d'être avec nous, j'en lis quelques-uns. Incroyable d'avoir demandé quelle est la recette du bœuf bourguignon dans le chat. Sachez que je peux vous la donner parce que c'est la recette que je vais faire le 25 au soir pour le repas de Noël chez moi. Donc je pourrais vous donner la recette du bœuf bourguignon. Faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Il y a beaucoup de temps de cuisson. Faut que ça mijote. Ouais, faut que ça mijote. Je crois on peut faire un petit RMC Sport Club cuisine si vous voulez. RMC Cuisine Club. RMC Cuisine Club. Allez, c'est bon, on a tranché. Allez messieurs, on en parle beaucoup, on va pas lancer le premier thème de la soirée, c'est le débat en ce moment dans le monde du sport sur les dangers auxquels sont exposés justement les sportifs très souvent du fait de leur pratique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qui compte plus que tout, c'est les performances et le spectacle aussi qui est proposé aux téléspectateurs. On voit dans le rugby, les plaquages sont toujours aussi impressionnants. Les têtes aussi, dans le football, font beaucoup parler, on en discutera. Les vélos toujours plus performants, plus rapides aussi. Pareil pour les Formule 1 et encore en foot US, qui est un sport aussi qui fait beaucoup débat sur l'impact, notamment des têtes sur les joueurs. On se pose la question de savoir est-ce que le but, c'est pas finalement de rendre le sport toujours plus attractif et surtout jusqu'où on est prêt à aller quitte à justement oublier la sécurité des sportifs eux-mêmes. Quel est votre avis largement là-dessus, messieurs, avant qu'on lance vraiment les débats et qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet ? Alex ? L'aspect de est-ce que le sport est de plus en plus dangereux, ça dépend des sports. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne prend peut-être pas encore ça assez au sérieux. Je pense au football, ne serait-ce qu'au niveau des têtes, ce sont des choses qui sont banales, j'ai envie de dire, et pourtant, ça va peut-être pas assez loin, notamment dans la sécurité, peut-être surtout la sensibilisation. Je pense qu'on sensibilise peut-être pas encore assez les sportifs de haut niveau dans certains sports, sur les risques que ça peut comporter, ne serait-ce qu'au rugby, dans le sport auto aussi également, où c'est un facteur qui est forcément bien présent, mais il y a en fait cette sensibilisation à dire aux gens, très jeunes, notamment, surtout en particulier en sport auto au niveau du karting, ok, vous avez peut-être 5, 6, 7, 8 ans, mais il faut comprendre les risques. Alors qu'il y a toujours à cette période-là une certaine part d'insouciance, j'ai envie de dire. On ne se rend pas compte du tout des risques qu'on court. Yacine ? Après, ça a toujours été un élément négligent, la prévention. C'est rarement fait. Enfin, moi, je suis dans le domaine sportif et je fais du coaching aussi et je participe à des activités, des actions de prévention auprès des jeunes publics. T'en parles beaucoup de cette notion de sécurité, de la santé aussi des athlètes. J'essaye de les sensibiliser. C'est pas forcément évident parce qu'il y a aussi une notion culturelle. Le rugby, par exemple, moi, je pose souvent l'exemple du rugby. C'est un sport de contact, un sport de plaquage, un sport de mise au sol. Donc, c'est notamment dans les grandes compétitions et quand on regarde les coupes du monde.
c'est des sports qui sont très intenses et ça fait partie, souvent quand il y a un classement des sports les plus dangereux dans le monde, le rugby en fait partie, le football américain aussi, c'est des sports qui effectivement provoquent des risques. D'ailleurs, depuis quelques années, il y a un protocole de commotion cérébrale qui a été mis en place, et même dans le foot récemment, qui a été effectivement renforcé parce qu'on s'est rendu compte que certains sportifs pouvaient avoir des accidents assez graves, notamment risque de tétraplégie, ou voilà, ça arrive souvent dans le monde du sport collectif actuellement. Il y a des risques dont on se rend compte a posteriori, en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est commotion cérébrale, les conséquences, on les voit pas forcément directement, donc même les joueurs eux-mêmes se disent c'est bon, moi je peux retourner en fait sur la pelouse, je suis encore bien et tout, alors qu'en fait il y a des conséquences par la suite sur des cas de démence, de dépression aussi après, et qui peuvent avoir des conséquences très graves. On parle aussi beaucoup de la sécurité des cyclistes professionnels. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois qu'il y a le Tour de France, parce qu'on a tous ces images en tête des supporters qui sont autour des coureurs, ou même les coureurs qui fendent complètement la foule pour avancer dans les ascensions. C'est ultra dangereux parce qu'on n'arrête pas de le dire, il y a des spots publicitaires pour le dire, d'arrêter de courir à côté des coureurs, etc. Et ça n'empêche pas des accidents parfois très graves. Alors il n'y a pas que les spectateurs qui en sont responsables, il y a aussi les demandes des courses cyclistes qui sont de plus en plus dures, il y a beaucoup plus d'ascensions, des descentes vertigineuses. Je pense qu'on se fait tous la même réflexion quand ils sont en descente, on se dit mais c'est des malades. L'état des routes, même au niveau de l'environnement, des fois il y a des traces d'essence, d'huile, c'est des chaussées qui tellement elles sont abrasives, elles fondent, le bitume fond, donc c'est vrai que c'est très dangereux. Après, moi j'ai pour habitude de différencier les sports en fait où tu dois mettre un coup pour faire mal, et il y a les sports où tu utilises un matériel particulier, exemple le cyclisme, le ski, la Formule 1, il y a un matériel, c'est-à-dire que la priorité dans ce type de sport, c'est déjà d'assurer une certaine sécurité au niveau du matériel. Et je trouve que les vélos de maintenant, comme ils sont de plus en plus légers avec des matériaux très fragiles, je trouve que c'est moins sécurisé qu'à une certaine époque, parce que les vélos étaient plus lourds et du coup moins rapides. Mais comme c'est une course de vitesse, et ça demande effectivement le problème. Et on l'avait aussi en cyclisme sur piste il y a encore quelques semaines, il y a eu un cycliste qui s'est envolé justement dans les tribunes. Même sur l'aspect du cyclisme sur piste, même là c'est extrêmement dangereux à quel point ça va vite. Ouais, on va justement poser la question à un homme qui connaît bien tout ça, la sécurité notamment sur le bord des routes. C'est Nasser Bouhanni qui a connu un grave accident sur le Tour de Turquie en avril 2022, un accident qui l'a conduit par la suite à arrêter sa carrière. Il a même porté plainte contre la fédération turque justement. Il va nous raconter tout ça. Bonjour Nasser, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir à tous. Alors déjà, j'ai envie de te demander Nasser, comment tu vas, comment tu te sens aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, que j'ai arrêté ma carrière il y a maintenant, ça va faire un an au 31 décembre 2024. Donc, j'ai fait d'autres sports durant l'arrêt de ma carrière, notamment de la course à pied. Mais non, ça va beaucoup mieux, oui. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, Nasser, mettre ton téléphone dans l'autre sens pour qu'on te voit parfaitement à l'antenne ? Ouais, ce serait top. Comme ça ? Ouais, t'es super. Merci beaucoup. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé justement sur cette 11e étape du Tour de Turquie pour toi, cet accident. Raconte-nous un petit peu. Bah, je me rappelle, on passait un virage où il y avait des risques de bordure sur le front de mer. Et c'était un endroit où c'était nerveux dans le peloton, où tout le monde nous disait qu'il fallait remonter parce qu'il y avait un gros risque de bordure. Donc je me rappelle, je devais être dans les 10 ou 15 premiers du peloton à ce moment-là. Et à la relance, on devait être environ à 60 km/h, je pense, 300-400 mètres après le virage. Et malheureusement, j'ai heurté une personne qui marchait sur la route, qui traversait la route. On était à 60 km/h et j'ai tapé la tête la première contre sa tête, du coup. Et voilà, on a fait un tête-à-tête et j'ai vu tout de suite que c'était grave parce que j'arrivais plus à tenir ma tête. En fait, je tenais ma tête avec mes bras, donc j'ai vu tout de suite que c'était une douleur que je connaissais pas. Qu'est-ce que ça a eu justement comme conséquence pour toi ? Quand on en a discuté un peu, tu nous as dit que c'est ce qui a conduit à l'arrêt de ta carrière par la suite. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi ? Bah, par la suite, je suis resté quand même 3 mois déjà en inactivité. J'ai eu un corset au niveau du cou pendant 3 mois et je pouvais faire aucun sport. Donc ça a été compliqué en pleine saison cycliste au mois de mai de rester 3 mois sans rien faire, mis à part un peu de la marche à pied sur la fin. Donc déjà, j'avais plus du tout la même assurance sur le vélo quand j'ai repris la compétition. Surtout quand on est sprinter,
Bah, on va dire un métier quand même à risque, on le sait, hein, quand on fait du sport de haut niveau, notamment le sprint, c'est quand même un sport à risque. Mais justement, j'arrivais plus du tout à prendre les risques que je pouvais prendre parfois dans le passé, c'est-à-dire voilà, frotter dans le final, ça m'était devenu très compliqué pour moi. Alors pourquoi tu as décidé de porter plainte aujourd'hui contre la fédération turque à la suite de cet accident? Bah, c'est ce qui a causé ma fin de carrière, hein, tout simplement. Donc, à ce moment-là, j'avais 32 ans. Je me voyais pas arrêter ma carrière si jeune. J'ai arrêté ma carrière à 33 ans. Mais j'aurais aimé continuer quand même quelques années. Mais, mais non, après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis retrouvé à 34 ans. Ouais, du coup, ma carrière s'est arrêtée. Maintenant, je fais de la course à pied. J'essaie de faire des sports qui sont beaucoup moins dangereux. Et pourquoi pas par la suite, peut-être du duathlon. Mais en tout cas, les risques que je prenais dans le passé, bah, j'arrivais plus à les prendre sur le vélo. Et non, du coup, ouais, c'est comme ça. C'est justement là où j'allais poser ma question. Est-ce que le fait de ne plus pouvoir justement prendre autant de risques, est-ce que c'était lié aux questions physiques ou c'était mentalement, tu étais trop touché pour justement aller chercher ces risques-là? Bah déjà, quand on a une famille, les choses changent aussi. Donc, suite à cette chute-là, j'avais quand même un enfant. Je me suis posé beaucoup de questions aussi sur la dangerosité de ce sport. Finalement, des questions que je me posais pas dans le passé. Et non, c'était vraiment impossible. J'ai essayé de faire un gros travail sur moi, mais je voyais très bien que je prenais plus du tout les mêmes risques et même mon physique était plus, j'étais plus au même niveau physiquement. Suite à l'arrêt pendant plus de 3 mois de total du sport, après j'ai repris, on était vite en saison hivernale, mais je voyais très bien que ça allait être compliqué pour retrouver mon niveau physique et après la saison qui a suivi, j'étais devenu l'ombre de moi-même. Ok. Bonsoir Nasser, moi j'ai une question technique par rapport à donc ta qualité, c'est le sprint effectivement. Est-ce que pendant toute ta Oui. carrière, est-ce que tu trouves que c'est plus dangereux et tu as eu plus d'appréhension sur tes sprints, c'est-à-dire sur du plat, ou dans les descentes, par exemple des descentes de col, où c'était un peu plus dangereux? Les descentes de col, c'est très dangereux, oui, parce que parfois on frôle les 100 km/h, donc la moindre erreur peut nous être fatale. Mais le sprint, c'est aussi quelque chose de très dangereux parce qu'il y a des changements de trajectoire, tout le monde veut. On est une dizaine à vouloir essayer de remporter la course, donc il y a des risques qui sont pris. C'est sûr que c'est très dangereux, mais dans les descentes de col également. Et quand on est entre 80 et 100 km/h, l'erreur peut être fatale, notamment dans des virages ou s'il y a des ravins. Voilà, ça peut être très très dangereux. Est-ce que tu as la sensation, Nasser, aujourd'hui que les coureurs sont suffisamment protégés, justement, sont suffisamment mis en sécurité par les organisations? Si aujourd'hui tu choisis de porter plainte contre la fédération turque, c'est aussi parce que tu estimes qu'il y a une responsabilité de leur part dans ton accident. Est-ce que tu estimes que vous êtes assez en sécurité, justement, assez protégés? Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites en amont. Après, voilà, il y a des têtes bien pensantes normalement, qui sont censées être là pour réfléchir pour la sécurité des coureurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment sur les arrivées au sprint ils avaient parlé à un moment donné comment dirais-je, des barrières où on glisse dessus, en fait, en cas de Mm. chute. Donc, c'était une chose c'était une bonne chose, je pense, pour le cyclisme, mais malheureusement, j'ai pas trop vu ça finalement dans les arrivées, mis à part quelques fois en Belgique. Mais je pense que oui, pour la sécurité des coureurs, il y a des choses à mettre en place, bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y a des... Avec même avec des reconnaissances en amont. Je veux dire que les organisateurs, ils ont sur le roadbook, c'est planifié et on voit très bien les routes qu'on va prendre et les routes qui sont dangereuses, les virages qui sont dangereux. Si on est à 80-100 km/h, voilà les virages, les pierres, etc. S'il y a une reconnaissance qui est faite en amont, je pense qu'il y a des endroits qui sont très dangereux, qui peuvent être, voilà, mettre plus de précautions ou de protection pour les coureurs dans certains endroits clés.
Ouais, il y a encore plein de choses à améliorer. Est-ce que tu saurais dire, toi, ce qui est le plus urgent justement à être amélioré pour que vous soyez en sécurité? Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, on n'en demande pas trop justement aussi aux coureurs du fait du spectacle qu'on attend aussi de votre part, etc. Est-ce qu'il n'y a pas trop de demandes autour de vous? Déjà, les grosses chutes sont quand même faits dans le final des courses. Donc, si dans le dernier kilomètre, comme je dis, les balustrades sont faits de balustrades en plastique ou en cas de chute, Je vais dire les merci cyclistes derrière. ils glissent, les cyclistes ils glissent sur la barrière. Donc, c'est déjà une bonne chose. Après, il y a les oreillettes aussi. Je pense que les oreillettes, c'est pas une bonne chose forcément pour la sécurité des coureurs, parce qu'on peut pas être concentré sur un poste de pilotage à 60-70 km/h et écouter quelqu'un qui nous parle à l'oreillette. Et en plus, on a comment dirais-je, on est 180 dans un peloton, 180 personnes à avoir les mêmes consignes qu'il faut être placé à tel ou tel virage. Donc ça crée une nervosité, je pense, dans le peloton qui n'est pas forcément bonne. Ouais, vaste sujet que celui des oreillettes aussi dans le cyclisme. c'est Merci clair. beaucoup Nasser d'avoir été avec nous dans RMC Sport Club. C'était un plaisir De de rien. t'avoir. On espère te retrouver très vite et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Très intéressant, effectivement, la vie de Nasser Boigny dans le peloton, parce que c'est vrai qu'il a eu raison de le préciser, son job de sprinter. Je regardais dans le chat, on le disait à chaque fois, presque on parie sur celui qui va tomber. C'est horrible, mais ils sont tellement resserrés sur les lignes d'arrivée et les barrières dont ils parlent, effectivement, on les voit qui parfois rebondissent en fait dessus. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les évolutions possibles, notamment pour les cyclistes, pour que ce soit moins dangereux. Et en même temps, quand on regarde le parcours du Tour de France, on est tous là en train de regarder quel col il va y avoir pour savoir Bien à quel sûr, moment ça va être ouais. le plus intéressant. Donc en fait, on participe aussi à tout ça, quoi. Je pense qu'il faut voir un sprint de ses propres yeux Ouais. IRL pour comprendre à quel point c'est violent, à quel point ça va vite, à quel point c'est un effort physique assez surhumain d'une certaine manière aussi, et à quel point ils sont extrêmement resserrés. Moi, j'ai déjà vu une arrivée du Tour de France, du Paris-Nice qui était chez moi, c'était le sprint final qui était juste devant moi. J'étais halluciné à quel point ils étaient resserrés. Ouais. À quel point aussi je me dis la vitesse et aussi un point où je pouvais pas imaginer qu'il y ait une arrivée aussi violente juste devant chez moi alors que c'est extrêmement resserré. Ouais, c'est vrai, ouais. Justement, ouais. Ouais, il a dit une chose aussi vachement intéressante, c'est que il a rappelé aussi, mine de rien, les risques itinérants à son job. Ouais. Et il a dit, on le sait, mine de rien, qu'on fait un job à risque. Ça aussi, c'est cette question-là, quand on parle de sport et danger, de la responsabilité de l'athlète lui-même qui s'engage délibérément dans un sport dangereux. Enfin, je pense aux pilotes de Formule 1. On sait très bien qu'a priori, quand tu montes dans une monoplace, tu vas mettre ta vie en danger à partir de ce moment-là. Et tu le disais rapidement tout à l'heure, Alex, sur les jeunes qui débutent en karting et qui n'ont pas ces notions de risque. Je pense qu'à un moment donné, quand on se dirige vers les sports mécaniques, on sait que ça va avec. Et on ne peut pas faire l'ignorant et dire non, je ne risque pas ma vie à chaque fois que je monte dedans. Je pense qu'il y a une part pas de déni, mais de vouloir ne pas y penser, justement. Quand on voit aujourd'hui les pilotes de sport automobile professionnels aujourd'hui, que ce soit en championnat du monde d'endurance, en Formule 1, mais également dans les autres disciplines, il y a une forme de je veux pas y penser parce que si j'y pense, ça veut dire que je vais avoir peur. Et si j'ai peur, je vais devoir me ralentir. Et notamment, Nasser Boigny en parlait un petit peu, notamment de l'aspect de la famille. Penser à sa famille dans ce genre de situation, penser à avoir ce genre de réflexion. Il y a un fameux adage en Formule 1 qui dit que dès qu'on a un enfant, dès qu'on a une famille d'une certaine manière, on perd 2 ou 3 dixièmes au tour, justement. Il y a ce fameux adage qui est là, mais qui se vérifie d'une certaine manière. Quand on voit certains pilotes aujourd'hui qui sont en Formule 1 et qui ont des enfants, ils perdent d'une certaine manière aussi en performance. Mais c'est une forme de déni, mais en même temps... elle nous rattrape assez rapidement. Il y a quelques semaines en Formule I, par exemple, il y a fait y avoir un accident qui aurait pu être fatal pour un pilote qui est champion du monde en titre, justement, en plus de Formule I. On n'est pas passé loin du drame, mais heureusement, il y a des éléments dans le sport auto qui nous permettent justement d'avoir une certaine sécurité. Et ça continue d'évoluer une sécurité d'une certaine manière. Et puis tu en parlais justement, c'est que juste avant, la Formule 1 et le sport auto, et comme le cyclisme, on dépend des machines. Ouais. Les machines peuvent lâcher, l'humain sera toujours là, ou malheureusement, si la machine lâche, l'humain peut en pâtir malheureusement. Après, je pense que pour certains sports, et notamment la Formule 1 ou le cyclisme,
je pense qu'il faut être un peu inconscient, Ouais. voire fou. Parce que c'est des sports où tu te dis, non mais c'est trop, ils mettent leur vie en jeu. Moi, j'assiste régulièrement, pendant plusieurs années, j'ai assisté aux courses de 24 heures du Mans. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Tu vois Déjà, les le mecs qui- concept même, tu vois. Bien sûr. Tu roules pendant 24 Et tu 24 heures, ouais. c'est limite, tu fais les 3-8 C'est ça, avec juste- des juste coéquipiers. tu t'arrêtes là-dessus, ouais. C'est assez puissant. Après, ce qui a été bien en Formule 1, même s'il n'y a pas eu entre guillemets, tout le monde qui a été d'accord avec cette idée-là, mais dès qu'ils ont placé le halo de sécurité sur les Ouais, mais habitacles mais tu vois, ça a fait beaucoup parler, le halo, y compris au sein des pilotes eux-mêmes, qui étaient à la base. Et des fans. Vous Et vous des allez fans aussi, me foutre un truc devant les yeux, je vais pas voir correctement, et ça a sauvé la vie à tellement de pilotes. Bien sûr. Ah. Moi, je me souviens toi qui es spécialiste Ouais. Formule 1, Alex, je sais pas si tu te souviens de l'accident de Charles Leclerc. Quand, Belgique au départ, oui, et ça lui sauve la vie. quand c'était Fernando Alonso qui lui rentre Ouais. dedans. Mm. Moi, cette image-là, elle m'a choqué. Et je me dis, heureusement qu'il y a le halo, parce que sinon, on passe pas loin de la catastrophe. Et d'ailleurs, ils l'ont instauré après le décès de Jules Bianchi. Jules Bianchi, ouais. C'est à partir de ce moment-là qu'ils l'ont instauré. Donc je pense que parfois, il faut accepter de diminuer certaines performances pour mettre en avant la sécurité des pilotes. Et même l'histoire du halo va même un petit peu avant aussi du malheureux décès de Jules Bianchi. C'était aussi en F3 britannique. Il y avait un pilote qui s'était pris un pneumatique qui était sorti d'une voiture, qu'il était Je me monté. souviens de l'image, Ça était venu dans la tête. Mais et justement, le halo a mis tout le monde d'accord au moment de l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn en 2020, parce que c'est le halo qui lui sauve la vie, parce que au-delà de bien sûr des flammes avant, s'il a pu sortir des flammes et rester conscient, c'est justement parce qu'il y avait eu le halo. Il était protégé par rapport aux barrières. Justement. Mais tu vois, quand on parlait parfois de l'inconscience aussi des sportifs là-dedans, c'est que finalement on sait les risques qu'on encourt, on y va quand même, et il faut qu'on arrive à un point de non-retour, donc un accident grave, voire mortel, pour se dire bon, en fait c'est peut-être pas si mal, peut-être qu'il va falloir qu'on aille là-dedans. Et tu vois, tu parlais de l'inconscience des cyclistes et des pilotes de Formule 1. Je pense aux boxeurs, moi, et aux combattants de MMA qui vont se foutre sur un ring ou dans une cage pour se mettre sur la gueule pendant 15-20 minutes. Ils ont plusieurs fois, Flora, ils ont changé les règles parce que justement il y avait des risques très graves pour la santé, des risques de mort. Je pense même parfois, c'est un autre débat, mais parfois qu'il y a des personnes qui se disent je préfère mourir que être tétraplégique ou avoir une paralysie totale, être un légume allongé sur un lit d'hôpital, parce que je mérite pas ça. Mais c'est les sports de combat, c'est encore c'est différent. Je sais que moi je me souviens de John Jones qui était spécialiste des coups de coude dans le visage de ses adversaires. Ça a été retiré par la suite parce que c'était trop dangereux et qu'il y avait des risques de maladie de Parkinson. Mais je comprends tout à fait les plaquages cathédrales au rugby, pour revenir aussi sur les sports collectifs. Et qui ont été interdits. C'est obligatoire. Le plaquage cathédral de tout temps, toute époque, c'est très risqué, très dangereux, et il y a toujours une volonté de nuire derrière ce geste-là. C'est un plaquage, certes, c'est ton but, c'est de plaquer, de mettre ton adversaire au sol, mais là c'est trop dangereux. Il y a des risques au niveau du cou, au niveau des troubles cognitifs qui peuvent arriver. Pour moi, c'est très dangereux. C'est des gestes à retirer définitivement du rugby, même si certains te diront que c'est culturel. Moi, la culture c'est bien, mais quand ça joue sur la santé, que le plaquage est culturel, tu veux dire, dans le rugby. Plaquage, par exemple, moi je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai étudié, j'ai appris un petit peu de la culture All Blacks. Eux, chez eux, c'est culturel. C'est-à-dire qu'ils apprennent dès le plus jeune âge ce genre de plaquage. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils le reproduisent en match, parce qu'eux, ils ont l'habitude de le faire. Et dès qu'on l'a retiré, ils ont été moins performants, parce qu'ils ne pouvaient plus le faire, et ils ont été pénalisés par rapport à ce geste-là. Donc c'est dommage pour la culture, mais le plus important, ce sera toujours pour moi la santé des sportifs. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que finalement, le côté culturel dont tu parles, traditionnel aussi presque, on a du mal à s'en défaire, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire bouger dans le sport. Là, tu parles du rugby avec les plaquages, mais si on doit ramener au foot, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, les débats autour des têtes, évidemment, qui fait beaucoup parler. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça vient d'une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni en 2022 sur les conséquences des têtes à répétition, donc sur les cerveaux. Les footballeurs, à la suite de cette enquête, on détermine que les footballeurs ont plus de chances de développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il y a des exemples multiples. Sir Bobby Charlton, qui a été diagnostiqué d'une démence. L'autre champion du monde anglais, Nobby Stiles, pareil, ils en sont morts finalement par la suite. Et la fédération anglaise, du coup, a interdit lors de jouer des ballons de la tête lors des entraînements des moins de 12 ans.
ils ont même fortement conseillé aux équipes de première ligue de ralentir le jeu de tête à l'entraînement, évidemment. Alors, je vous parle même pas de la FFF parce que pour l'instant, on n'est qu'en réflexion sur le sujet. Oui. C'est pas une priorité. Ils ont fait OK vu. Voilà, c'est ça. On n'est pas allé plus loin. Genre, ouais, ok, pourquoi pas. Mais est-ce que à terme, interdire le jeu de tête dans le foot, ça pourrait déjà être nécessaire, et 2, possible, tout simplement, selon vous? Pour moi, c'est impossible. Parce que c'est une partie de ton corps avec laquelle tu peux marquer. Et c'est une partie de ton corps dont tu peux te servir pendant un match et qui peut être utile. C'est-à-dire qu'un joueur qui est grand ou un joueur qui a une bonne détente, il n'aura plus cet avantage-là. Il pourra plus se servir de sa tête. Donc moi, je suis pas spécialement d'accord, surtout que dans le football moderne qu'on regarde actuellement, il y a beaucoup aussi de buts sur coup de pied arrêté. Donc à partir du moment où il y a des buts sur coup de pied arrêté, et c'est la spécialité d'Arsenal pour exemple en ce moment, si tu enlèves le jeu de tête, tu enlèves les qualités de plusieurs de tes joueurs de ton équipe, donc en fait tu vas recruter que des petits gabarits entre guillemets qui ne peuvent pas prendre le ballon de la tête. Du coup tu vois, tout à l'heure tu nous disais je mettrais toujours la sécurité en priorité. Oui, mais là en fait pour le coup ouais, mais le jeu de tête ça existe depuis des années. Moi quand j'ai commencé, ça a des conséquences, tu vois. Bien sûr, ça a des conséquences à répétition, c'est-à-dire c'est plus sur des chocs, pas sur l'utilisation du jeu de tête. C'est les répétitions, et c'est pareil, les matchs de foot, il y en a de plus en plus par saison aussi, donc ça veut dire des répétitions de jeu de tête encore plus souvent qu'à l'époque de Bobby Charlton ou Nobby Stiles, qui pourtant en sont morts, tu vois, aujourd'hui, a posteriori. Alors, on peut se dire... Pas tout le monde ne meurt exactement. du jeu de tête. Là, on prend 2 exemples précis, mais après, est-ce que le risque est quand même important? Est-ce qu'on fait fi de tout ça parce que la tradition veut que dans le foot, il y a le jeu de tête, on peut pas s'en défaire, etc. Ou au contraire, la différence du plaquage cathédral dans le rugby, où vraiment ça met en danger et en péril, et l'objectif est de mettre à terre l'adversaire, le jeu de tête, il a pour but justement de faire avancer le jeu et de faire... bien sûr, dans in fine, gagner son équipe et faire avancer son équipe dans le bon sens. L'objectif est de marquer un but. Et que, même si... en fait, je trouve que si on enlève le jeu de tête, je rejoins ce que c'est impossible, mais là, on va dénaturer un sport et on va dénaturer le football. Et le football, s'il n'a plus notamment l'aspect du jeu de tête, le haut du corps même, ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'au niveau du cou, et des jeux au niveau du cou, justement, avec le jeu de tête, ça dénaturerait le sport. Et je pense que même le sport en tant que tel, le football, en prendrait un certain coup, notamment au niveau de sa notoriété, au niveau de son intérêt, et même au niveau du jeu, justement. Je pense que de toute façon, on n'est pas prêt clairement à avoir un foot sans tête. Enfin, ça paraît... Je veux dire, la question... Mais le débat, c'est l'essence même du football. Bien sûr. Enfin, c'est le pied, l'essence même, quand même. Non, bien sûr, parce que c'est football. Je suis d'accord avec toi. Mais l'essence même du football, c'est marquer un but. Peu importe la zone, sauf la main, parce que c'est interdit. Mais sinon, c'est l'essence même. On est d'accord. Après, tu vois, je sais pas si vous avez vu, il y a une photo de Petrosec qui est passée avec son casque. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi... Non, Flora, non, mais parce que... Attends, moi, je propose des solutions. Non, Flora, c'est excellent. J'apprécie tes solutions. J'apprécie. Mais t'imagines si tu casques tout le monde. Oui, alors après, on va devenir comme le football américain, qui sont des sports très dangereux. On va en parler aussi juste après, mais Petrosec, pour le coup, alors en plus, lui s'est mis à porter un casque, ça n'avait rien à voir avec un choc tête contre tête. Voilà, mais c'était une sortie, il s'est pris un coup de genou, je crois, dans la tête. Donc là, pour le coup, très grave. Mais on en parle aussi parce que lui a choisi de garder son casque par la suite et il n'a plus joué qu'avec son casque après, justement par peur aussi des conséquences. Est-ce qu'on peut envisager que les joueurs jouent tous avec un casque? J'allais te dire, même dans le rugby, ils le font pas en fait. Donc ça me paraît quand même un petit peu compliqué de les voir tous avec un casque un jour sur un terrain de foot, quoi. Enfin, un casque de protection pour quelqu'un qui a subi un choc. Moi, par exemple, récemment, on a vu Donnarumma qui s'est fait complètement exterminer le visage. S'il avait mis un casque, ça aurait changé quelque chose? Non, son visage, il aurait été balafré, il aurait pris le coup. C'est involontaire. Ça peut arriver, comme le coup de genou qu'a subi Petrosec, c'est involontaire, ça peut arriver. Je vois pas en quoi le casque protégerait. C'est pas comme le cyclisme. Tu retires le casque au cyclisme ou en moto ou en Formule 1 dans ce genre ça a des conséquences directes. Et tu commences à l'instaurer à tous les joueurs de foot par prévention. Dans ce cas-là, il faut des casques avec coussinets, des casques. T'es masqué en fait, c'est Spider-Man. Oui, on est d'accord. Après, tu évoquais le foot américain qui est un voisin, cousin du rugby, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, à peu près, qui est pour le coup, qui est un vrai sujet aussi parce qu'il y a des grandes études qui ont été menées sur les conséquences justement des commotions à répétition sur les cerveaux des joueurs de foot qui ont une chance
qui sont plus enclins en tout cas à développer une atteinte cérébrale semblable quand même à celle d'un chaos mortel. Donc c'est pas n'importe quoi de quoi on parle. C'est ce qui arrive chez les boxeurs, par exemple, quand ils prennent un coup. Ça a tellement pris une ampleur considérable parce que après ça engendre de la démence, de l'agressivité, de la dépression, maladie de Parkinson et tout ce que vous voulez. Et ça fait tellement de bruit justement parce que la NFL, donc qui est la plus grande ligue de foot américain aux États-Unis, a pas agi tout de suite finalement. C'est les joueurs eux-mêmes finalement qu'on dit là il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose et tout. Et donc du coup la NFL a renforcé notamment les protocoles commotion comme dans le rugby aussi. Et puis la NFL a mis en place ce qu'on appelle un Guardian Cap. Alors je sais pas si vous avez vu, non, vous savez en foot américain on porte déjà un casque, voilà. Il y en a qui ont rajouté une protection supplémentaire par-dessus le casque. La NFL a obligé les franchises à ce que les joueurs portent ces casques-là pendant les matchs de pré-saison. C'est pas obligatoire aujourd'hui en NFL pendant les saisons régulières. Il y a des joueurs malgré tout qui le portent aussi de temps en temps parce que là aussi c'est un sport où les chocs sont très impressionnants et très importants et pourtant c'est pas le même casque qu'en rugby, tu vois, la protection déjà de base elle est plus importante et pourtant je veux dire ça devient c'est pas obligatoire aujourd'hui mais on sent que les joueurs eux-mêmes commencent à prendre conscience aussi peut-être du danger qu'ils encourent eux sur le terrain. Les bienfaits de la sensibilisation. Il faut absolument sensibiliser et ça fonctionne de cette manière et dans un premier temps, ne serait-ce qu'en entraînement et après, imaginez le mettre en match. Le fait de le mettre en match, il faut trouver d'une manière, de toute façon, que ce soit esthétique. De toute façon, la NFL est une organisation qui pense avant tout aussi. C'est un business. Un business, voilà. Après, c'est tout le monde du sport. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Et surtout le sport américain. Et surtout le sport américain. Mais la sensibilisation, elle marque aussi par notamment les études qu'il y avait eu par rapport à. C'était un film avec Will Smith, justement, Seul contre tous, où il y avait le docteur. C'est Bennett Omalu, qui justement avait fait énormément d'études sur des précédents joueurs qui avaient à ce moment-là un certain âge, d'une soixante-dizaine d'années, qui en fait avaient tous visiblement des problèmes mentaux, qui avaient des problèmes de démence, justement aussi de Parkinson, et voulaient comprendre pourquoi, et que à partir de ce point-là, justement, de mettre sur le devant de la scène justement tous ces faits-là au niveau de la NFL, ça a commencé à évoluer. Et cette sensibilisation, et malheureusement des victimes de tout ça, elle a été très très importante pour arriver justement à ce point-là. Et je suis curieux de savoir comment la NFL va vouloir mettre ça, j'ai envie de dire, en match, et s'ils peuvent le mettre en match aussi, justement. Ça prendra du temps. On sent que les choses sont pas prêtes de bouger tout de suite. Et même quand je vous entends, je me dis que non, mais je suis assez pragmatique dans ma façon de penser, et je me dis que vu les conséquences très minimes, même si tout à l'heure tu le disais, Flora, il suffit souvent d'un accident ou d'une mort ou d'un élément grave pour prendre des décisions et modifier effectivement les règlements. Je pense pas que le football américain, aussi divertissant soit-il, est prêt à changer les tenues des joueurs, à les révolutionner. C'est pour moi, je vais pas dire que c'est voie à l'échec parce que tout est possible, mais pour l'instant, ça fait pas partie de leur priorité. Et surtout, on n'atteindra jamais le risque zéro. On atteindra toujours le fait de pouvoir atteindre un faible risque d'une certaine manière. Je prends l'exemple du sport automobile. En 2019, il y a eu la mort d'Antoine Hubert en Formule 2. Il y avait le halo, il y avait le système de protection qui était justement là, sauf qu'il y avait aussi une question de fatalité. Et la fatalité, malheureusement, elle est malheureusement pas disponible avec une certaine, j'ai envie de dire, un pourcentage de risque, on va dire ça ainsi. Ouais, je vois que ça fait aussi beaucoup réagir dans le chat. J'essaie de lire quelques messages, mais c'est vrai que, oui, particulièrement les sports américains, le problème des chocs à la tête, c'est que notre cerveau bouge et crée des micro-lésions qui peuvent, avec la répétition, créer de vraies grosses lésions. Effectivement, c'est exactement ça. Et on s'en rend compte malheureusement aussi un petit peu tardivement, c'est ce qui crée aussi les difficultés à faire bouger les choses. Aujourd'hui, on accueille Sou, comme tous les jours, mais Sou, il s'est dit, tiens, c'est bientôt les fêtes de Noël, je vais pas venir en plateau, je vais prendre quelques petites vacances. C'est pas bien, Sou. Il nous a abandonnés, c'est pas bien, Sou. T'inquiète pas, je vais t'envoyer un message, ça va te faire tout drôle. Salut Sou, t'es là? Vous voyez? Oui, ça y est, on te voit pour les paris du soir comme d'habitude. On a des offres de bienvenue de la part de Winamax, notre partenaire. Vous tapez !! Winamax dans le chat et puis vous verrez que vous allez avoir plein de bonus pour parier. On vous rappelle le code promo RMC10 lors de l'inscription pour bénéficier de 10 € offerts en free bet. À toi, Sou, sur quoi on va parier ce soir? Alors, je vais partir sur de la première ligue. En même temps, là, le football, là, ça risque d'être compliqué. Il reste plus beaucoup de championnats. Il y a que ce championnat anglais qui va nous permettre de parier sur une affiche. En plus, j'ai même pas fait exprès. J'ai choisi Manchester.
Et je sais que Lequel Flora est Attends, mais Manchester. lequel? C'est important. C'est ça ton problème, il y a Sou, je t'ai dit. Ouais, c'est pour Manchester. C'est vrai. C'est bien ça. C'est ça. Ah, ok. Bah alors, je vais partir sur le my match de Manchester. Je les vois gagner à Wolverhampton. Ils viennent de perdre à domicile 0-3 contre Bournemouth. Pareil pour Wolverhampton. Par contre, eux qui ont gagné à Leicester. Donc, ils viennent de changer de coach. L'électrochoc, pour moi, il a été que pour un seul match. Là, je vois vraiment Manchester gagner. À savoir que Manchester doit gagner face au 18e de la Première Ligue. Et aujourd'hui, ils sont 13e. Ils ont pris une correction ce week-end à domicile contre Bournemouth. Ouais, c'est ça. Et pour moi, ils vont rebondir. Et Amorim, cette année, c'est 6 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites. Et là, il va falloir se réveiller. J'ai mis plus de 2,5 buts parce que à domicile, Wolverhampton, sur les 8 matchs, ils ont fait 7 fois. Ils ont vu 7 fois plus de 2,5 buts. Donc, je pense que ça va être un match super ouvert avec beaucoup de buts. Et j'ai mis, pour gonfler la cote, Rasmus Højlund, meilleur buteur sous l'ère Amorim. Donc il a 5 buts. Donc espérons qu'il joue titulaire. Le match dernier, il était remplaçant. Donc pour moi, je pense qu'il va pas se priver de sa meilleure arme offensive. Voilà. Merci beaucoup, Sou. On te retrouve tout à l'heure pour les autres paris de la soirée. Espérons que tu sois entendu pour cette victoire de Manchester United. Merci pour la bonne entente. On passe au thème numéro 2 de la soirée. Messieurs, la saison des sports d'hiver, ça y est ouvert depuis quelques semaines. Et pourtant, quasiment à chaque étape de Coupe du Monde, que ce soit de biathlon, de ski alpin, de ski de fond, on se pose cette question. Est-ce que l'épreuve va avoir lieu ? Est-ce qu'il y aura de la neige ? C'est un petit peu la question récurrente maintenant chaque année. Le week-end dernier, la Coupe du Monde de biathlon était à Annecy, comme chaque année pour le Grand Bornand. Eh bien, c'est la déclaration du maire d'Annecy qui a mis un petit peu le feu aux poudres, mine de rien, en déclarant un nouveau modèle durable n'a pas encore été trouvé avec les incertitudes liées à l'absence de neige. Le calendrier interroge profondément. Adapter la montagne au réchauffement climatique ne peut plus attendre et c'est pourquoi le biathlon du Grand Bornand ne se fera plus avec Annecy. En gros, pour traduire, ça veut dire que la ville d'Annecy ne donnera plus d'argent à l'organisation de l'étape de la Coupe du Monde au Grand Bornand. Malgré tout, les épreuves ont eu lieu le week-end dernier. Il y avait même de la neige, c'est incroyable. Mais mine de rien, les déclarations, elles passent pas auprès de tout le monde et notamment de certains athlètes. Il y a Antonin Guigona qui est un biathlète français aujourd'hui engagé dans la Coupe du Monde qui a déclaré un événement comme la Coupe du Monde de biathlon a un impact environnemental faible alors que l'impact socio-économique pour notre région est vraiment important. Pour moi, il n'y a pas de débat et pourtant il va y avoir un débat ce soir, on t'assure. On va revenir justement sur les problèmes écologiques que soulève le maire écolo, pour le coup, d'Annecy. Mais vous, déjà, dans quel team vous êtes plutôt ? Est-ce que, selon vous, les sports d'hiver sont amenés à disparaître un jour, notamment en raison de ces conditions climatiques ? Peut-être que vous n'êtes pas fan des sports d'hiver, déjà, tout simplement, vous-même. De quel côté vous êtes ? Vas-y, Alex. Moi, c'est simple. Je suis pour la disparition des sports d'hiver. Ah, carrément. Pour. Alors moi, j'étais pas aussi radical. Mais... Non, voilà, mais parfait, on est là pour ça. Voilà, pour moi, c'est le réchauffement climatique, c'est un fait, c'est l'environnement, c'est l'évolution des conséquences aussi de l'être humain sur la terre. Et moi, je suis pas un spécialiste de l'écologie, donc je vais pas pouvoir le dire. Je suis pas le maire d'Annecy non plus, donc c'est pas mon business d'avoir des stations de ski. Mais moi, je pense que les stations de ski sont amenées à disparaître définitivement et que les sports d'hiver, tous, peut-être le seul qui va pouvoir rester parce que c'est différent, c'est le patinage artistique. Mais c'est un intérieur déjà. Voilà, exactement. Et tout ce qui est descente. Mais pour des raisons climatiques, alors tu penses ? C'est ça, toi, ta raison première, ou c'est juste que C'est une des raisons, mais c'est pas la seule. D'accord. La deuxième raison, c'est que pour moi, c'est des sports qui n'apportent pas une plus-value. On n'a pas un partisan des sports d'hiver. Ouais, j'ai du mal avec les sports d'hiver. Ah ouais ? Ouais, je préfère les sports d'été, les sports de plage. C'est peut-être juste que t'aimes pas la neige. J'aime pas l'hiver, mais si, parce que j'allais tout le temps au ski. Moi, quand j'étais plus jeune, je ski, j'étais en classe de neige quand on était petit. Mais à regarder, c'est pas beau visuellement. Ah ouais ? J'aime pas du tout regarder c'est pas beau visuellement. Tu tripes pas devant une étape de biathlon Non.
devant de la Mastart et tout. ouais. C'est pas mon délire. Pourtant, je connais, hein, je m'intéresse quand même parce que c'est de la culture. Mais de là à me dire, je suis émerveillé, c'est pas les sports qui développent un certain spectacle. Voilà. D'ailleurs, les Jeux Olympiques d'hiver font partie des compétitions les moins regardées télévisuellement. Donc, Alex. Je suis partagé. Alors, je pense, moi, je suis un grand fan des sports d'hiver. Faut pas que tu sois trop radical. Non, mais je pense que c'est malheureusement amené à disparaître. Je pense que nous, de notre vivant, on va voir peut-être même l'extinction des Jeux Olympiques d'hiver, tellement la situation climatique est compliquée. Je comprends tout à fait la réflexion du maire d'Annecy, du point de vue aussi écologique et du point de vue également économique aussi de l'investissement vis-à-vis de ça. Parce que c'est un maire écolo et en tout cas, lui, il estime de son point de vue politique, il est très sensible bien sûr par rapport à ça. Et encore une fois, alors, moi j'ai pas cette réponse, mais quel est l'impact écologique d'un événement justement de sport d'hiver comme justement l'épreuve qu'il y avait du côté du Grand Bornand? La problématique, c'est avant tout le déplacement des supporters et la manière dont aussi l'être humain se comporte quand il va justement sur un tel événement. L'aspect des déchets, l'aspect de comment on se déplace, comment on y va, et ça c'est un énorme impact écologique, surtout sur des situations où c'est là où il y a de la neige, où la montagne et les environnements montagneux sont extrêmement sensibles et encore plus sensibles à notre époque, et se faire déplacer des gens dans des contextes où écologiquement c'est compliqué, ça remet encore plus de débat là-dessus. Ouais, mais ça c'est le cas dans n'importe quel Bien sport. sûr, enfin, mais l'impact des spectateurs, les déplacements, enfin je sais pas, toi qui kiffes la Formule 1, je veux dire en termes écologiques, on est quand même pas au top du top, tu vois. Mais oui, mais à la différence que moi je parle de tout ce qui est aspect au niveau de la montagne. Ouais. La montagne aujourd'hui est extrêmement problématique du point de vue de l'environnement, parce que le réchauffement climatique est là, et qu'emmener encore plus de situations de déplacement, de CO2, la voiture, le déplacement et ainsi de suite, là par contre c'est extrêmement problématique. À la différence de la Formule 1 où ça va dans des endroits où c'est plus propice à avoir des grands prix de Formule 1 et à avoir justement des épreuves de sport dans la grande globalité. Et aussi du point de vue de la Formule 1, d'ici 2030, ils visent notamment la neutralité carbone qui permet justement de réduire drastiquement l'impact écologique au niveau du CO2 notamment. Ouais, bien sûr, mais après c'est toujours un peu utopique tout ça, mais je veux dire c'est la Formule 1, on parle quand même de grands prix qui sont répartis à des endroits complètement différents du monde, donc c'est une empreinte carbone aussi en termes de déplacement qui est énorme, c'est tous les coûts électriques, parce que on fait de plus en plus de grands prix de nuit parce que c'est plus joli, parce que c'est plus sympa à voir, mais donc du coup ça veut dire un coût électrique aussi énorme. Ça voudrait dire que vaut mieux polluer certains endroits. C'est un peu ça, j'ai l'impression que le débat on choisit là où on pollue pour moi c'est à degré équivalent. Après je t'ai dit, je suis pas un spécialiste, je travaille pas pour Greenpeace ou autre, donc je sais pas, mais je pense que c'est la même chose, que tu pollues l'Île-de-France ou que tu pollues Grenoble. Pour moi, ça a la même intensité. En fait, le problème des sports d'hiver, c'est que l'impact écologique se voit directement, parce que tu vois qu'il n'y a plus de neige. C'est un fait, voilà, ça existe, c'est comme ça, il n'y a plus de neige. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut bien qu'on continue d'avoir donc bien de la neige artificielle. Donc là, pour le coup, l'impact écologique, il est important. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se résolue à se dire, il n'y aura plus de sport d'hiver. Est-ce qu'on s'acharne à se dire, il faut que ça continue? Donc, je pense que c'est une question d'équilibre ou de balance, Flora. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est pire? Continuer à polluer, réchauffement climatique, il n'y a plus de neige, ou utiliser une neige artificielle qu'il faudra adapter et qui potentiellement pourra créer moins de pollution. Je le sais pas tout de suite à l'instant T, mais c'est un débat effectivement qui peut se poser et qui sera amené. La Fédération française de ski, je pense qu'elle y réfléchit et plutôt sérieusement. C'est un vrai débat qui se pose, et après il y en a qui ont trouvé une super bonne solution. Ils se sont dit, il n'y a plus de neige dans les stations en France. On va à Dubaï. On va en Arabie Saoudite. Oui. On va faire les jeux d'hiver d'Asie en 2029 en Arabie Saoudite. Voilà. Alors, si vous vous posez la question, non, il n'y a pas de neige en Arabie Saoudite. C'est une station qui a été créée de toutes pièces. Voilà, c'est la première station de ski en plein air au Moyen-Orient. Donc évidemment, c'est de la neige artificielle. Évidemment, c'est un endroit, une région où il n'y a pas de précipitation. Donc du coup, il n'y a pas de neige qui tombe. Donc c'est impossible en fait de créer des conditions climatiques appropriées pour ce genre d'événement. Et pourtant, on le crée. Donc tu vois, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait aussi tout à l'heure sur le business. Parce que là, encore une fois, si je vous dis, moi, j'avais envie de parler un petit peu d'écologie versus économie aujourd'hui, je pense que la balance, elle va vite, tu vois, être...
Ça va vite changer de camp. C'est le spectacle. Et en plus, l'Arabie Saoudite, c'est spécialiste de ça, d'utiliser le sport à des fins de soft power, effectivement, et de développement de leur image. Et quoi de mieux que justement de recréer des ambiances ou des situations ou des lieux qui peuvent justement amener à pratiquer ce type de sport. Je sais que il y a beaucoup de personnes, effectivement, comme tu l'as dit, qui partent en Arabie Saoudite, au Qatar pour leurs vacances, pour reproduire justement la situation de la neige et des stations de ski, etc. Et ça va, je pense que la France, ça va arriver aussi. Il va falloir qu'ils créent cet environnement-là. Ils vont être obligés de le faire s'ils veulent continuer. Et pour l'instant, on le remarque quand même au biathlon, il y a quand même des sportifs français qui sont performants. Ils vont vouloir aussi valoriser ce côté-là. Parce et surtout, ne serait-ce que s'entraîner. S'entraîner, ne serait-ce qu'à ça, justement. Il y en a plein, de toute façon, qui partent en Norvège ou pour s'entraîner parce qu'il y a de la neige aussi là-bas. Mais quelle surprise de voir que le lobby économique est plus important que le lobby écologique dans notre monde aujourd'hui, effectivement. Mais si les sports d'hiver sont amenés à disparaître aussi, c'est ce que relève Antonin Guigona tout à l'heure dans sa déclaration. C'est le côté impact économique aussi sur la vie au quotidien. Tu as vu un commentaire qui t'a fait rire ? Ouais, non, j'ai souri. Go Tour de France en Arabie Saoudite. Là aussi, on pourrait se marrer. T'as raison, bon numéro. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais les conséquences sur les stations de ski aussi, c'est ce dont parle Antonin Guigona, parce que alors, l'impact, on n'a pas fait une étude profonde pour savoir quel est l'impact d'une étape de Coupe du Monde sur une ville écologiquement parlant. C'est sûr qu'économiquement parlant, si on retire qu'est-ce que vont devenir toutes ces stations de ski aussi, qui perdent déjà de toute façon de l'argent parce que du coup les gens viennent de plus en plus tard dans les stations de ski parce qu'il y a de moins en moins de neige ou de la neige beaucoup plus tard. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi de tout ça économiquement parlant derrière ? Il y a ces questions dont on est obligé de se les poser finalement. Je pense qu'on est tous un peu fatalistes, en vrai. Fatalistes, oui. Après, il y a des activités. Moi, par exemple, plusieurs fois, j'étais dans des stations de ski en été pour faire d'autres activités qui ne sont pas liées à la neige. T'as fait de la luge d'été. Par exemple, j'ai fait de la luge d'été. C'est trop bien la luge d'été. C'est trop cool. C'est excellent. J'ai fait du canyoning. J'ai kiffé le canyoning. J'ai fait du rafting. Voilà. Mais tu vois, c'est pas les mêmes sensations. C'est pas ce que tu recherches. Non, c'est pas les mêmes sensations, mais il va falloir entre guillemets décaler ou déplacer les activités et le curseur vers. Voilà. Je pense que va falloir se rendre à l'évidence que la neige n'est plus une matière ou une ressource qui va développer les stations de ski ou autre. Je vois ça comme ça. En tout cas, je suis pas visionnaire. Mais c'est un peu dramatique dans le sens où c'est la nostalgie qui parle, Flora. Non. Parce que moi aussi, moi, je suis très fan des sports d'hiver. Enfin, j'aime beaucoup regarder les sports d'hiver. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en même temps, j'ai une conscience aussi écologique qui fait que. Mais on peut pas non plus être. Il y a un côté un petit peu hypocrite en vrai dans ce débat que j'ai choisi en plus. je le souligne. Non, mais il y a un côté un peu hypocrite dans le sens où on met sur le devant de la scène les problèmes écologiques liés aux sports d'hiver, alors que peut-être que l'impact écologique de ces sports-là est 10 à 20 fois moins important que le football, messieurs, que je prends quand même en exemple, qui a un impact aujourd'hui écologique énorme et dont on ne parle pas, ou très peu, parce que ce n'est pas visuel, en fait, parce qu'il n'y a pas de neige, etc. Mais on en parle des déplacements en Ligue des Champions à l'autre bout, en Ligue Europa, parce que c'est souvent des déplacements au fin fond de l'Europe. Voilà, c'est ça. Tu te souviens de la polémique sur le char à voile ? Oui, mais exactement, c'est vrai, t'as raison, avec Christophe Galtier. Exactement. Ouais. Ça fait partie effectivement de. Mais c'est le football. Mais voilà. Mais du coup, mais ne serait-ce que l'équipe de France qui avait dit qu'ils devaient se déplacer en TGV pour les trajets de moins de 2 heures. Exactement. Jamais fait. Non, mais ça ne se fait pas, voilà. Mais c'est pour ça que je parle de ce côté un peu hypocrite, parce que c'est un peu, entre guillemets, facile de taper sur des sports avec des fédérations moins importantes, avec un impact médiatique moins important aussi. Donc, du coup, c'est peut-être plus facile de taper là-dessus. Mais si on veut vraiment, parce que là, si on parle d'impact écologique et si vraiment on va avoir une conscience écologique, il y a peut-être d'autres sports qu'il faut aller regarder quand même en premier. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je te regarde beaucoup, Alex, parce que la Formule 1 est un peu dans ma target. Non, mais elle est obnubilée par la Formule 1. Non, mais parce que c'est un petit peu symptomatique. Voilà, les mecs qui se déplacent en jet privé, machin et tout. Enfin, et c'est pas que la Formule 1. Non, tous les sports de voiture, mécanique, etc. Tu parles de la NBA. Parlons de la NBA avec la conférence Est-Ouest. Il y a je sais pas combien de temps de trajet entre les deux. Ils font des allers-retours en permanence. Tous les 24 heures, tous les 48 heures. Donc c'est vrai que ça facilite pas effectivement le. Mais il va taper sur
sur la NBA. dépollution. Va Tu dire peux à pas. la NBA. Non Vu mais ce voilà, que ça ils génère. sont- Je suis même curieux. Alors, pour la Formule 1, je sais ce qu'ils sont en train de faire, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que fait la NBA pour essayer de réduire l'impact écologique et d'atteindre peut-être une neutralité Franchement, carbone. ouais, non, mais je suis d'accord Rien. avec Flora, il faut rien. Ah, mais je pense ils que, je veulent pense pas, que ça ne les Non, intéresse mais pas regarde, beaucoup, ils veulent pas honnêtement. diminuer le nombre de rencontres Ouais. en saison régulière. 82, Les c'est ça playoffs, ils veulent en rajouter parce que maintenant il y a des pré-playoffs. Ils ont rajouté un tournoi maintenant de NBA, donc c'est des matchs NBA, supplémentaires. Ils font des déplacements en France parce qu'ils veulent que la France Oui, ça- s'imprègne un peu de la culture NBA. Du coup, il y a une rencontre par saison. Non, la NBA ne va pas faire de changement prochainement concernant la prise en compte de l'évolution climatique ou la promotion de l'écologie. Non, ça n'arrivera pas tout de suite. Qu'est-ce que fait justement, parce que toi tu suis beaucoup la F1, tu disais qu'ils font déjà des choses justement pour améliorer tout ça. Enfin, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles Sébastien Vettel avait arrêté notamment la Formule 1. Il avait aussi plus de baquet. Mais Oui, accessoirement, mais je veux dire, il a mis en avant le côté où ça commençait à lui poser un problématique aussi Oui. personnellement. Alors, et en plus, Sébastien Vettel est un pilote qui est tout à fait honnête sur la question environnementale. C'est le premier pilote, j'ai envie Ouais, de c'est dire, ça, à en qui avoir a parlé. rentré et qui a dit ouvertement, là, il y a un énorme problème, Ouais. il faut qu'on change les choses. Et il a même mis ça en avant, effectivement, dans l'une des raisons de son départ, au-delà même aussi d'avoir envie d'être au plus près de sa famille, même s'il se dit qu'il a envie de revenir. Il avait notamment dit quelque chose, c'est vrai que c'est très hypocrite de ma part de vouloir dire que écologiquement je veux qu'on change les choses Bah oui. et de vouloir rester en Formule 1. Et il l'a dit très très ouvertement, il a dit mais d'une certaine manière, si je reste en Formule 1 et si j'y retourne peut-être, eh bien ça permettra aussi de faire changer les mentalités et de changer les consciences, notamment vis-à-vis de ce qui se passe en Formule 1 et de changer la manière de faire dont voyage la Formule 1 et dont agit la Formule 1. Par exemple, je reprends l'exemple du Grand Prix d'Autriche, je crois que c'était en 2023, où ils avaient justement, où le paddock Formule 1 était s'auto-générait via une centrale d'alimentation, notamment avec avec des énergies renouvelables. La neutralité carbone, c'est quelque chose qu'ils veulent accomplir, notamment au niveau des déplacements, où c'est en partenariat avec DHL qui, pour logistiquement déplacer tout le monde de la Formule 1, que ce soit des paddocks, mais également vis-à-vis des pièces des voitures, et d'emmener tout le monde, notamment au travers le monde. Il y a aussi la question vis-à-vis du carburant. Le carburant, justement, avec des produits d'énergie renouvelable pour permettre justement d'avoir des monoplaces qui polluent moins. Parce que un truc tout bête, mais il faut savoir que sur un événement de Grand Prix de Formule 1, les monoplaces, elles polluent sur 1%. Puis sur une échelle de 100%, ils polluent qu'à un petit pourcent. En fait, la course de Formule 1 en tant que telle ne pollue pas, c'est tout ce qu'il y a autour. Et également les spectateurs qui, il faut le dire, ils viennent du monde entier pour aller voir des Grands Prix de Formule 1. Aujourd'hui, avec la Formule 1 qui atteint des records d'audience et des records aussi d'affluence, notamment au niveau des Grands Prix. Il y a des Français qui vont aller à Bahreïn pour aller voir un Grand Prix de Formule 1 parce que, tout bêtement, mais le Grand Prix de Bahreïn est le Grand Prix le moins cher en termes de billets pour aller voir de la Formule 1, par exemple. Mais on peut au moins les saluer sur la conscience qui est déjà été saluée, contrairement à d'autres grandes ligues où c'est pas le cas. Alors, il y a Flo Sama dans le chat qui nous dit il y a les Japonais qui ont créé un sport d'hiver que je kiffe, c'est le Yukigassen. Une vraie discipline de sport de bataille de boules de neige. Non, c'est une blague. Il y a vraiment des gens qui font ça. Et je veux des images. Les gars, lobbying dans le chat pour qu'on diffuse le Yukigassen sur le Twitch des RMC C'est exactement Sport. ce que j'allais dire. Parce que là, si je vois Lému ou Sacha ou Flo commenter du Yukigassen, ça peut être exceptionnel. Ça peut être la balle au prisonnier version neige. Ouais. C'est ça. Pas mal. Tu t'en prends une en pleine tête. Mais quid des commotions après quand tu te prends. Voilà. Tu vois, c'est de la neige artificielle, donc peut-être que ça n'a pas les mêmes conséquences. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. On est loin d'avoir terminé évidemment sur ce sujet écologique où forcément les sportifs aussi on va avoir un rôle à jouer aussi à terme là-dedans. Est-ce qu'on demande la conscience écologique de Sou tout de suite ou pas? Je suis pas sûr qu'il soit là pour ça. Je vais le mettre dans la merde si jamais je lui dis ça. Re-salut Sou, t'es de retour avec nous pour les paris du soir. On vous le rappelle, point d'exclamation Winamax dans le chat pour découvrir les offres de notre partenaire. Deuxième pari du soir pour toi Sou. Ouais, tout le monde. Alors, je vais partir sur un pari basket. Donc, il y a l'Euroleague là qui joue tout le temps. Il y a le Christmas Day pour la NBA. Et il y a l'Euroleague en Europe. Donc, je vais partir sur une victoire de Monaco, donc qui reçoit l'Anadolu Efes. Monaco qui est deuxième aujourd'hui, premier pari, il faut le souligner. L'Anadolu Efes est septième. Et cette année, c'est très resserré. Donc, pour moi, je vois Monaco gagner avec 8 points d'écart. Pourquoi ? Parce que ces 3 derniers matchs, Monaco, ils ont toujours mis des grosses tollées. Ils ont mis 3 fois 20 points d'écart.
Et l'Anadolu, dernièrement, ça se déplace pas si bien. Ça fait 3 défaites à l'extérieur et sur des scores assez conséquents. Mais j'ai voulu assurer, j'ai mis 8 points d'écart. La cote est de 2. Je pense que c'est assez raisonnable. J'ai pas voulu m'enflammer et aller partir dans les grands scores. Donc 2, c'est très bien. Il prend pas trop de risques. Sous, Non, effectivement. mais c'est bien 2. Oui, c'est déjà pas C'est mal. bien, Non, mais c'est t'as une raison. cote 2. T'as raison. On prend. Merci Sou. À tout à l'heure. On te retrouve en fin d'émission À tout à l'heure. pour les derniers paris. C'est le moment que tout le monde attend à chaque émission du AMC Sport Club. C'est le débat le plus. Le plus enflammé, le je plus sais compliqué. pas. Bah, ça a été compliqué pour moi en tout cas, ça c'est sûr. Le top 5 du soir, c'est sur les meilleures mascottes, vos plus belles mascottes. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à participer avec nous, à nous dire s'il y a des mascottes qui vous ont marqué dans votre vie. Je pense que ça va être surprenant pour certains choix qu'il va falloir justifier parce que je veux comprendre pourquoi vous avez choisi tout ça, messieurs. Allez Alex, on va démarrer avec ton top 5. Et ben moi, je commence avec Footix. Ouais, mais Moi, ça... Footix, c'est toute ma vie. Enfin, non, mais pour être honnête, Footix, c'est toute ma vie. Dès que je suis né, j'avais une peluche Footix et que j'ai gardé pendant facile 10 ans de ma vie. Je sais même Alors, pas si je peux encore pour le les retrouver. plus jeunes qui Footix. nous suivent, parce Oui. que tu sais que là on commence vraiment à être Oui. on commence à être vieux. Pour les plus jeunes, Footix c'était la mascotte de la Coupe du Monde 98, évidemment. Et est-ce que d'ailleurs on sait si ça a inspiré le terme qu'on utilise aujourd'hui tout le temps de Footix? Mais oui, je crois oui, parce que c'était le terme de. On avait des gens qui regardaient la Coupe du Monde 98, puis ensuite qui regardaient plus foot, quoi. Qui regardaient plus foot, qui regardaient un peu occasionnellement. Ok, donc gros souvenir avec Footix, quoi. Et justement, en deuxième, un peu comme Footix, qui m'a beaucoup marqué, c'est la Frige. Ouais. La Frige m'a énormément marqué et étonnamment, je pensais pas avoir autant d'attachement sur la Frige. Et moi, la Frige, vraiment, je pense qu'elle Pourtant, elle a fait parler. Hein. Elle a fait parler au début. Elle a fait beaucoup parler au début. Au début, elle arrive, on a fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis ensuite, il y a eu un attachement qui était là. En troisième, j'ai mis B2O, Booba de l'AS Monaco. Ok. J'ai mis. Alors, pourquoi est-ce un éléphant? Je sais pas. Fallait choisir. Faudrait que je demande à T'as l'AS eu Monaco. beaucoup d'éléphants à Monaco. Non, pas beaucoup d'éléphants à Monaco, mais ouais, club de cœur, l'AS Monaco, donc c'est pour ça aussi. Ah, ok. Parce que je veux comprendre, moi, d'où ça vient. La Formule 1, c'est Monaco. Ah, je travaille aussi là-bas. C'est son côté. Le prestige monégasque. D'accord. Mais tout c'est clair, en fait. Monaco aussi, la Corée, non? T'as pas la ref? La Corée? Ouais, Monaco. J'ai peur que je suis pas. Pas du tout. Si quelqu'un dans le chat là, moi je l'ai pas. Franchement, à Monaco, la musique de Guy de Besbar, c'est une musique qui cartonne chez les jeunes en ce moment. Non, franchement, tu viens de nous afficher tous les deux là parce qu'on ne connaît pas. Attendez, dans le chat, si vous connaissez cette musique, il faut que vous veniez en aide de Yacine qui est un peu solo là. Il y a même une Corée qui va avec. Mais c'est quoi la Corée? Monaco, full salaud. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nouvelle génération, faut accepter de vivre avec Je suis son sur temps. TikTok tous les jours quand même, assez régulièrement. J'ai jamais vu ça. Regarde, Monaco, c'est de l'eau. Monaco, c'est de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'ai raté. Ah oui, la musique de Guy Debesbar sur TikTok. Je vais aller voir ça après. Merci le Joss. Et je sens que je me sens moins seul là, tu vois. Mais attends, d'où tu sors ça? C'est tendance. Tout le monde écoute ça. Rien tout le vu monde fait la tendance. Corée. C'est des vidéos des jeunes qui font ça. Même des célébrations de footballeurs. Ah ouais? Mbappé, quand il est hors jeu, il fait ça contre le Barça dans le Classico. Ok. Oh là, j'ai raté 300 épisodes. C'est pas grave, je vous pardonne. Je vous en Mais veux comment vous connaissez pas? Ah ouais, désolé, Ah ouais, les amis, d'accord. là, j'avoue. Et pourtant, je suis vraiment sur TikTok tous les jours. C'est vrai? Tout le temps, Alors constamment. moi, ma décharge, je n'y suis pas, tu vois, donc ça s'explique. Par contre, toi, du coup, ça s'explique pas du tout. Ok, C'était bon, juste allez. pour la ref Monaco. Le 4, j'ai mis le coyote des Spurs. Ah, parce que je le trouve sympa. Ok. Non, T'es même pas fan des Spurs pas du spécialement, pas la Je le génération trouvais Tony sympa. Parker, tout ça. Et sinon, la mascotte en dernier de Arsenal aussi. Ok. Gunnar Qu'on a là Solskjaer. en plateau. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu! Eh oui, elle est là, regarde. Dinosaurus. En fait, Je peux pas te la donner parce qu'elle appartient à Ouais. Samantha qui est notre chef d'édition ce soir, qui je pense me décapite si je te la file. Parce qu'elle vient vraiment, de là-bas. Hein. Sam, on va la voler. de Elle l'Emirates, vient carrément. des Emirates, exactement. Elle Non, était- pas des Emirates. de l'Emirates. Mais Exactement. je pense, Tout en à fait, fait. IRL, la Gunnarsarus, elle me fait rire. Mais elle a un long cou et tout, elle a l'air stupide. Juste la dégaine en fait. Mais comme ça, elle a l'air mignonne, mais vraiment la dégaine, IRL, elle a l'air stupide. Mais Après, ça me fout j'aimerais de peur. aussi comprendre pourquoi Arsenal a un dinosaure en Oui. mascotte. On peut tu mettre vois. un canon, enfin, je sais pas. Ouais. Après, plus chaud pour le costume, du coup. Oui, c'est- Costume de canon, pas ouf. Ok, d'accord, t'as choisi un peu des sports différents, Ouais. du foot quand même, principalement et tout. Ouais. À toi, Yacine.
Ouais, j'essaie effectivement de faire original par rapport au sport que je regarde ou que j'ai pu voir. J'ai eu la chance, moi, dans ma vie de voyager régulièrement. Et, Footix, c'est là aussi. Footix, c'est plus pour ce que ça a développé dans l'esprit des Français. Et, moi, je me souviens, quand t'en parlais juste avant, Alex, je me souviens qu'en termes de merchandising, je voyais Footix partout, sur des timbres. Sur des cartes téléphoniques. On avait les magnets sur le frigo. Je me souviens même des jetons quand je faisais mes courses. Tu mettais dans le caddie. C'est incroyable. C'était une génération qui a été marquée. C'est pour ça. Et, nous encore plus en France. Et c'est un terme qui est resté. C'est-à-dire que c'est un nom de mascotte dont on se souvient. Oui, c'est vrai. Ça rentre en ligne de compte. On les oublie presque toutes, normalement. Tout à fait. La deuxième, c'est Benny the Bull. C'est donc la mascotte des Chicago Bulls en NBA. C'est exceptionnel. Moi, je l'ai vu en direct. C'est lui qui fait les concours de dunk et tout, là, où il saute sur le trampoline et tout. Alors lui, il fait tout. Moi, c'est mon préféré. C'est celui qui il va dans le public, il va kidnapper des enfants. C'est ton préféré, bravo. Non, mais par rapport à ce qu'il fait, c'est vraiment de l'entertainment Il pur. les rend, rassure-moi, aux parents. Bien sûr, il les attrape, il leur fait descendre des escaliers, après il les remonte. Voilà, il va taquiner les joueurs quand ils sont à l'échauffement. Il y a des joueurs, par exemple, ils shootent à 3 points, il va les pousser un petit peu, hey, pousse-toi, laisse-moi passer. Enfin, c'est vraiment du show pur. Et ce serait génial, du coup, de savoir qui est dedans, en fait. Moi, je me posais la question si c'est la même personne tout le temps dedans. Parce que je vais faire une transition, mais volontaire, puisque tu me dis ça, Flora. Celui qui est sous la mascotte de Benny the Bull, c'est celui qui est aussi dans la mascotte Jack. Parce qu'en fait, Jack, c'est la mascotte de la LNH, donc la Ligue nationale de handball. Et récemment, il y a eu le Final Four et il a participé au Final Four. Et en fait, c'est le même. C'est la même personne. Exactement. C'est la même personne qui a arrêté de l'être chez les Bulls, et qui maintenant le fait pour les compétitions il y a des transferts de mascottes. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est un mercato. Le mec, il était tellement bon. C'est un mascoto. C'est un mercato. Excellent. Donc c'est vrai que on le voit parce qu'il a réalisé certaines danses et en fait il faisait les mêmes danses quand il était à Chicago. Il s'est fait démasquer comme ça parce que personne ne le savait. C'était une surprise de la Ligue nationale de handball. Trop bien. En fait, mais c'est dire quand même à quel point le mec est connu parce que c'est pour à ce point-là. Même en termes de morphologie. Il est connu pour ça aussi. Ok. La troisième, donc Maout, qui est la mascotte du Racing 92, le club de rugby. Donc là aussi, on a un éléphant. C'est exactement, c'est un éléphant. Je n'ai pas de justification, je n'ai pas d'explication. Je sais juste. Un éléphant bleu. Un éléphant bleu, mais c'est pas pour le nettoyage. Parce que le Racing est bleu. Il y a un petit. Oui, c'est ça. Je pense à ça. Mais t'as raison. Il y a bien un éléphant bleu. C'est possible. C'est possible. Et du coup, en fait, ce que j'aime avec cette mascotte, je l'ai vu une fois quand j'étais à la Défense Arena, elle s'échauffe avec les joueurs. D'accord. Sauf que j'ai appris par la suite, parce que j'ai un ami à moi qui fait la sécurité du Racing, il m'a expliqué, il m'a dit, mais en fait, la mascotte, c'est aussi un joueur de rugby. Donc, en fait, c'est un vrai joueur, d'accord. C'est un vrai joueur. Qui n'a pas le niveau pour jouer avec le Racing, mais c'est vraiment un joueur, donc il s'entraîne avec eux. C'est incroyable. Il doit être refait. C'est assez exceptionnel. Et la dernière, c'est exactement, c'est le club de baseball de Philadelphie qui s'appelle Philly Fanatic. Et en fait, là où c'est impressionnant, c'est déjà la taille. C'est un oiseau, mais c'est un oiseau de grande taille. C'est limite une autruche verte. Ça ressemble à ça. Est-ce que cet animal existe vraiment ? Ça a été inventé. Ça a été créé. Et à chaque fois qu'il y a home run, il fait le tour. Il est connu pour ça. Il fait le tour du stade. Il a accès à tout. Tu le vois courir partout dans tous les sens. On dirait un oiseau qui vole vraiment et qui il remplit son rôle pour de vrai. Et j'ai regardé quand j'ai fait mon top. Et je terminerai sur ça. Il génère 10% du merchandising. Putain, incroyable. C'est énorme. Du merchandising du club de Philadelphie de baseball. C'est incroyable. C'est-à-dire que tous les gens achètent la petite mascotte. Exactement, la petite mascotte sous forme de peluche, sous forme de figurine. Voilà. Moi, je l'ai connu il y a quelques années. Et quand j'ai eu l'information sur les 10% de merchandising, j'étais choqué. Vraiment. Ça veut dire que si tu la retires, en fait. C'est ça. Tu perds de l'argent. C'est vrai qu'il y a un compte Twitter, c'est les mascottes pendant les minutes de silence. Et en fait, il y a juste des mascottes qui sont avec les joueurs en train de faire une minute de silence. Où il y a la mascotte, c'est un truc qui est drôle, tu vois. Ouais. Elle est en train de faire une minute de silence. Elle bouge plus. C'est hilarant.
C'est hilarant. C'est mon compte préféré sur Twitter. Je pense qu'il y en a qui connaissent dans le chat, mais. Mais faudra que tu nous envoies ça pour vraiment, qu'on regarde c'est ça. Moi, j'avoue, je exceptionnel. connais pas. Très sport US, quand même, Yacine, je vois là. Baseball Ouais, et tout. c'est vrai. Après, il y a un peu de rugby, un peu de foot. Non, il y a j'essaie un peu de tout. C'est un peu. Voilà. Je vais devoir justifier les miens. Du coup, Bon courage, Flora. alors voilà, pour vous révéler tous les dessous de cette émission, j'étais pas ultra chaude sur le thème des mascottes, parce que a priori, c'est, je trouve, un truc qui est très connecté sport américain, finalement, le basket notamment, enfin voilà, et que du coup, j'avais pas trop de ref, tu vois, là-dessus, donc on va dévoiler mon top 5, voilà. Alors moi, j'ai commencé avec Fred the Red, que tu dois connaître, du coup, bien sûr. voilà, quand on est fan de Manchester Tout à United, fait. ce qui est mon cas, voilà, malheureusement Toi pour moi aussi aujourd'hui, bien sûr. Malheureusement pour moi. Ça Voilà. va revenir, tranquille. Ouais, et en fait, je le trouve ultra cool, il est super mignon. Et là, pour le coup, alors autant va comprendre pourquoi Arsenal c'est un dinosaure, autant le fait que ce soit un petit diable, on comprend mieux. Oui, bien Il y sûr. a une forme de logique quand même à Manchester United. Et en plus, il est rouge. Donc, vraiment, a priori, on a compris pourquoi. Alors, en 2, j'ai mis la mascotte du Stade Rennais. Alors, du coup, j'ai cherché, moi, dans mes expériences personnelles, pourquoi. Parce que lors de l'épopée du Stade Rennais en Ligue Europa, j'ai suivi le club en fait moi toute la saison pour RMC Sport, et en fait à chaque fois la mascotte elle était ultra sympa, elle venait taper un petit check, elle venait en plateau, elle était vraiment sympa et tout, et il y avait un côté tellement populaire aussi au Stade Rennais à ce moment-là, il y avait un engouement qui dépassait tout le monde, et je pense que même lui il a eu sa plus grosse cote de popularité à ce moment-là, il était refait de dingue. J'ai mis la Frige aussi comme toi Alex en 3e position parce que pas tant pour le symbole en soi, je la trouve même pas spécialement jolie ou quoi, mais juste en fait elle résonne tellement avec les JO de Paris 2024 et tout ce que ça a eu comme conséquence pour nous quand on est journaliste de sport, quand on aime le sport, d'avoir les Jeux Olympiques à Paris dans notre ville et tout, ça a été un moment de dingue pour moi. Sûr, et puis j'ai trouvé c'est aussi plutôt cool qu'il la décline en version paralympique juste derrière. Elle est là d'ailleurs avec nous en plateau. J'ai trouvé ça plutôt cool qu'il garde la même mascotte et qu'il l'adapte justement au paralympique derrière. Je trouve que le symbole était fort de ne pas faire de distinction presque entre les deux, de garder le même symbole. J'ai mis Footix aussi juste derrière parce que c'est la génération. Moi je me souviens qu'on avait les petits magnets dans les petits Suisses. Pour ceux qui voilà. Ou dans les yaourts à boire, tu sais, en tube là, le petit filou tube là, c'est vraiment fait vieux là quand on dit ça, c'est terrible. Mais on avait ça et on les collait, je me rappelle, sur le frigo. Enfin, c'était vraiment, c'est une époque où, puis comme tu dis en fait, c'est la tête de ce personnage, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est d'une génération où on peut pas y échapper, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde, même pas juste de notre génération, parce que c'est resté aussi dans la tête des gens, et puis juste son nom de Footix est resté mais tellement longtemps, parce qu'on en parle aujourd'hui, tout le monde utilise le terme de Footix sans vraiment savoir d'où ça vient. On a l'explication enfin dans RMC Sport Club, voilà pourquoi on utilise le terme de Footix. Et je termine avec un peu de basket là aussi, qui alors bravo à la JDA de basket parce qu'ils ne donnent pas de nom à leur mascotte, elle s'appelle Lapin. Voilà, je trouve ça d'une tristesse absolue. Non, mais c'est juste qu'ils ont, comme ils le disent dans le chat, ils sont pas foulés pour trouver le nom, quoi. Non, non. Lapin, le lapin. Le lapin, le lapin. Et qui est juste là, elle est à côté de toi, là, tu vois, je l'ai ramené parce que. Je pense que je sais reconnaître les organisations qui doivent trouver des noms, mais vu que le nom est déposé déjà, ils peuvent pas l'utiliser. Donc ils ont dit, bon, Lapin, ça passe. La Lapin, on va pas mettre Bugs Bunny ou un truc, tu vois, qui va nous coûter de la thune, on va mettre Lapin. Pourquoi ? Parce que j'ai à un moment de ma carrière ici à RMC, j'ai fait une émission de basket, voilà. Et c'est le seul cadeau qu'on m'a envoyé dans ma carrière de journaliste, c'est la petite mascotte de la JDA. Donc merci à la JDA pour ce petit cadeau qui est juste là en plateau, et je trouvais ça plutôt sympa pour le symbole, parce que c'était difficile, je te trouve, de mettre un top de mascotte sans en mettre une de basket, parce que c'est vrai que c'est assez traditionnel, voilà. Dans le monde du basket, il y en a toujours, si vous allez sur les parquets, même pas forcément de NBA, quand vous allez juste regarder des matchs du championnat de France, on a toujours une qui traîne, elles sont quand même super sympas, et je trouve que ça fait un petit clin d'œil mignon. Notre mascotte à nous, c'est un peu Sou quand même tous les soirs, et on va l'accueillir. J'aurais pas aimé Sou. Hein. Mais non, mais c'est gentil. T'es la petite mascotte. La mascotte Sou. Voilà, au moins t'as un nom, toi. Les derniers paris du soir, Sou. C'est affectueux. Ouais, c'est gentil. J'adore. Et vous manquez tout ça. Et donc là, pour le dernier pari, je vais partir sur un match de NFL. Donc c'est la 17e journée. Il manquera 2 journées avant les playoffs. Donc voilà, il reste 2 journées. Tous les points sont bons à prendre.
Je pars sur le match du 25, donc le jour de Noël, 22h30. Il y aura même Beyoncé qui va chanter donc ce jour-là. Ah oui, Waouh, c'est vrai, c'est fort. show à c'est ça. l'américaine. Houston Texans qui reçoivent donc les Baltimore Ravens. Je vais partir sur les Ravens. Pourquoi ? Parce que à Houston, là, hier ou avant-hier, et ils ont perdu l'un de leurs meilleurs défenseurs à Houston. Ils jouaient les playoffs, mais pour moi, ils sont complètement décimés. Il n'y a plus personne derrière. Et Lamar Jackson, qui est le quarterback star, et Derrick Henry, l'un des meilleurs joueur qui met les touchdowns, c'est le deuxième. Pour moi, ils vont les tuer, ils vont les ratatiner. Je pars sur 1,42 parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques. Voilà. Le spécialiste des sports US, Yacine, est-ce que tu valides ? Ouais, je valide. Parce que les Baltimore Ravens, effectivement, ils sont sur une bonne lancée. Houston, c'est un club. J'ai jamais aimé ce club. Pourtant, moi, j'étais parti à Houston. J'ai jamais aimé. Comme en NBA, hein, les Rockets, les Houston Rockets, c'est pas je sais pas. Pour moi, c'est une ville de sport, mais c'est pas une ville performante au niveau du sport. Donc t'as raison, Sou. Très bon pari. Et si tu fais combiner les trois, ça fait une belle cote. Hein. Merci beaucoup, Sou. Merci, Je t'en prie. Merci à toi, Sou. Salut, bonne merci à vous, les gars. Alex, Yacine, m'avoir accompagné ce soir en veille de réveillon de Pas Noël. de bêtises pendant les fêtes. Hein. Non, on sera là présente le 30 décembre. On verra qui est là aussi en pré-jour de l'an. S'il y a des courageux qui seront avec nous pour un nouveau RMC Sport Club. Merci à tout le chat d'avoir été avec nous. Vous étiez nombreux encore ce soir pour parler des mascottes notamment. Ça a fait beaucoup réagir. Et puis on se retrouve très vite dès lundi prochain pour un nouveau numéro d'RMC Sport Club à retrouver très vite sur YouTube. Ciao les amis. Bonne soirée. Ciao, ciao.